Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray de l'émission Occident. Alors comme vous le savez, les élections s'en viennent le 3 octobre et on a déjà reçu le président du Parti Vert. Et puis on a décidé il y a un parti qui monte en ce moment, c'est le Parti conservateur on va dire d'Éric Duhem, entre guillemets, et on reçoit une candidate du Parti conservateur, Madame Bonnie Feigenbaum. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un moment de votre temps. Je sais que vous êtes pris à marcher dans les rues pour essayer de préparer votre élection. Il nous reste 100 jours. Voilà. Donc vous êtes candidat dans la circonscription de Darcy McGee. Vous voyez à peu près c'est métro Snowdon à peu près, enfin pour montrer. Côte-Saint-Luc, Hampstead et une partie de Côte-des-Neiges après la réattribution en 2018. Voilà, oui c'est vrai, en 2018 il y a eu des petits changements. Alors on va essayer de présenter cette candidate pour expliquer un peu que vous pourriez éventuellement vous-même devenir candidate pour un parti, parce que en fait tout le monde peut devenir candidat, il suffit après d'être reconnu bien sûr par le parti. Alors on va faire une sorte de portrait rapide. On va commencer peut-être par, disons, la dimension familiale pour expliquer que vous venez, parce que pour montrer que tous les candidats, ça peut être des gens qui sont canadiens bien sûr, mais qui viennent de tous les horizons, de toutes les origines et qui ont des religions un peu différentes. Donc c'est le cas. Alors, vous venez vos racines familiales viennent d'Europe de l'Est, hein, on va dire. Ça. Donc, vous avez disons, grand-mère ou grand-père qui ont échappé à Auschwitz. Oui. C'est quand même assez grave, mais vous avez su, en partant de Pologne et d'Allemagne, constituer une famille ici. Hein. Oui. Et donc, vous vous sentiez beaucoup plus libre. Est-ce que vous avez, peut-être vos parents ou vos grands-parents ont senti qu'au Canada, c'était plus libre? Enfin, c'est la raison qu'ils ont immigré ici à Québec après la Deuxième Guerre mondiale. Ils pensaient qu'ici, on a les libertés, on a les choix, on peut pratiquer notre religion en toute confidence pour ne pas être discriminé. Et c'est la raison qu'ils ont choisi Québec. Et Montréal. Oui, tout à fait. Alors, vous avez 53 ans et vous êtes résidente d'Hampstead. Oui. On va peut-être commencer par... vous êtes enseignante, hein, vous enseignez... Je suis prof à Concordia, à McGill, à le Collège La Salle. J'étais à Dawson College et aussi à TAV. Tout à fait. Et vous êtes dans le département de marketing et de gestion. Vous avez aussi une société, donc Bonnie Day Service. Bonnie Day Service, un jeu de mots français. Hein, bonne idée, parce que je suis en marketing. J'espère que j'ai des bonnes idées. Enfin, a priori, c'est... Alors, McGill, quand même, c'est quand même sympa. C'est dans le cadre du programme de gouvernance parlementaire de l'Université McGill. Et donc, ça fait quelques années déjà que vous enseignez. À McGill, il y a 3-4 ans dans ce programme et je suis le développeur le séminaire sur le Parlement et les médias, relations médias. Des parlementaires avec les médias, ça c'est un gros sujet. Il faudrait qu'on refasse une émission là, seulement sur le sujet. Oh wow, j'ai 12 heures de cours juste sur ça. Et aussi à Concordia, c'est plus en recherche marketing, en gestion. Et à La Salle, c'est toujours en gestion, en fashion marketing aussi. Okay. Mais j'aime beaucoup l'expérience à engager avec les jeunes. Tout à fait. Alors, vous êtes marié avec Glenn Langder, qui est membre des Forces canadiennes, et vous avez 3 filles, une qui travaille dans le marketing, une autre dans les Forces canadiennes aussi, et la troisième qui est plutôt dans l'art. Hein. C'est ça. C'est dans le théâtre. Dans le théâtre, c'est ça. Ah oui, elle a fait le Randolph College for the Performing Arts de Toronto. Pour moi, j'ai mes 3 filles qui sont dans les vingtaines, et il y a une qui a déjà quitté Québec pour Halifax, et une autre qui a déjà quitté Québec pour Toronto, parce qu'ils ne pensaient pas qu'il y a beaucoup de possibilités à Québec. Et ça, c'est une raison que je suis dans le jeu. Parce que je veux être sûre que les autres enfants ne quittent pas, que nos petits-fils peuvent rester ici et prospérer à Québec. Tout à fait. C'est un bon choix. En tout cas, alors justement, c'est une bonne transition, c'est votre choix politique. Alors, on va peut-être revenir un peu sur l'historique sans rentrer dans les détails, mais il semble que vous soyez rentré en politique à partir d'avril 2003. Mais vous avez été plutôt libéral et conseillère libérale. Et qu'est-ce qui vous a fait, disons, d'abord vous rentrer en politique? J'entends parler, mais je suis activiste, comme on dit, depuis que j'avais 14. J'étais avec les Jeunesse Benet-Bris, j'étais avec Alliance Québec, j'étais impliquée dans mon université.
Et, et après, avec les fusions et défusions, quand je vois que c'était pas vraiment, je trouvais que c'est pas fair. C'est notre ville, c'est notre argent. On veut avoir une peu de say dans qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, j'étais sur l'équipe de diffusion. On était victorieuse. Hampstead. Avec les bureaux de Charette à l'époque. Hein. C'était les Charrettes. Vous avez été élu. Hein. Mais moi, j'étais élue comme conseillère de ville parce que je dis, si moi je dis qu'on peut le faire mieux toute seule, je dois être une partie de l'équipe. Bien sûr. Alors, je me présentais pour le conseil en 2005. J'ai fait 2 termes comme conseillère. Je me présentais pour la mairie, honnêtement, en 2013. Première femme pour présenter. Première femme pour perdre, mais non. Non, c'est correct. Non, on a beaucoup d'expérience dans les vies qui nous améliorent. L'important, c'est de montrer que vous avez beaucoup d'expérience politique et même d'engagement bénévole au service des autres. 25 à 35 différents organismes, j'étais bénévole. Tous les organismes que mes enfants étaient en, j'étais la maman de l'organisme. D'accord. Cheerleading, patinage artistique, toute leur équipe. Moi, j'étais dans les équipes parce que je veux leur montrer que c'est important. Leur vie est vraiment importante pour moi et leur éducation est vraiment importante pour moi. Et comme prof, mais ça va tout ensemble. Ah oui, c'est cohérent, oui. Alors, vous avez été un peu déçu par les libéraux récemment, en particulier à cause du projet de loi 96. Et puis, vous avez constaté quand même que les Anglos ont été un peu admonestés lors de la Gazette du 7 juin. Est-ce que vous pourriez expliquer rapidement quelle a été votre réaction? Est-ce que c'est ça qui vous a, pas obligé, mais disons, à penser à changer de parti? J'ai pensé que les libéraux provinciaux, depuis 2018, ils cherchent où ils sont. Oui. Ils changent ils positionnent pour trouver comment est-ce qu'on peut avoir des votes, comment est-ce qu'on peut avoir des votes. Et ils sont pas dans des valeurs, ils n'ont pas des valeurs fixes. Et après le gaffe avec la loi 96, en février, j'ai commencé à plaindre à mes enfants. Et je dis, mais où est-ce que je suis, avec qui que je peux me relier pour défendre mes valeurs? Et une de mes filles qui est conservateur, parce qu'à 2015, quand M. Cotler a démissionné, on avait un split dans ma famille. Okay. C'est moi qui ai resté libéral, le reste de ma famille est devenu conservateur. Oui, avec Stephen Harper, oui. Okay, un grand supporter de l'État Israël. Alors, après mes plaintes, ma fille a dit, « Maman, tu n'es pas libéral, tu étais libéral juste pour M. Cotler. » Check la plateforme, check les valeurs. Et oui, on dit en anglais « out of the mouth of babes ». Et elle avait raison, je suis pas libérale, je suis conservateur. J'ai lu le plateforme, j'ai dit « ben oui ». Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça prouve aussi que la politique, c'est aussi des relations humaines avec les leaders. C'est-à-dire que vous êtes attaché à des leaders, vous êtes fidèle aussi, ça veut dire. Et puis vous avez changé qu'au dernier moment. Bon, alors... Parce que je voulais juste faire dire, c'est pas moi qui a changé, c'est ma parti qui a changé. C'est le parti libéral, oui, tout à fait. Alors j'ai trouvé que... D'ailleurs, ils ont des difficultés à trouver Ils n'ont pas rempli, alors que le Parti conservateur vient d'annoncer qu'ils ont rempli toutes les circonscriptions ont un candidat Parti conservateur, mais le Parti libéral, alors que ça fait quand même 50 ans qu'ils dominent la vie politique, ont des difficultés à trouver des candidats. Il y avait beaucoup de difficultés. Même dans mon comté, je sais qu'il y a 15 noms qu'il a cherché avant qu'il a trouvé la personne qui va le représenter pour remplacer. Mais pour moi, j'ai choisi le conservateur parce que c'est vraiment les valeurs qui m'intéressent. Oui. Et la meilleure chose, pour moi, la meilleure chose, c'est que moi, j'ai le droit, pas le droit, j'ai l'obligation à représenter mon comté. C'est pas à moi à paroter les besoins, les deals de mon parti à mon comté. C'est ma rôle. C'est le retour de démocratie. C'est d'être la voix de mon comté à Québec. D'accord. Et la raison que j'ai démissionné, j'ai quitté la politique il y a 5 ans, c'est parce que j'ai vu que je ne peux pas aller
plus loin dans la politique si je donne pas ma voix au caucus. Donc le Parti conservateur vous représente un peu plus de démocratie, donc plus de représentation. Et vous dites d'ailleurs, ce que j'aime le plus, c'est le vote libre, ce qui signifie que les députés conservateurs sont censés voter comme leur électorat le souhaite et non comme leur parti l'exige. C'est intéressant. Exact. Donc il y a c'est vraiment... la démocratie. C'est qu'est-ce qu'on Et vous devait pensez faire. que la plupart des partis sont plutôt ça vient du haut vers le bas et non pas du bas vers le haut, c'est ça? Et au Parlement, on a une rôle qui s'appelle le whip. Ça, c'est le gars ou fille dans la partie qui s'engage à être sûr que tout le monde vote dans la même façon et où il est supposé être. Quand vous êtes appelé au whip's office, c'est comme vous allez au principal. Ah oui, d'accord. Non, vraiment. Et c'est ça la façon qu'on traite nos élus. Non, c'est ça. Ben, c'est ce que dénonce Éric Duhem, c'est qu'on traite les élus et les gens, les citoyens, comme des enfants. Donc on a tendance à les déresponsabiliser, alors que M. Duhem, au contraire, valorise plutôt la responsabilité et demande l'avis des gens, etc. C'est ça, notre plateforme, c'est adulte et réaliste. Tout à fait. Alors justement, ça tombe bien, ça me permet de faire une transition vers le programme. Enfin, on ne va pas parler de tout le programme, messieurs, dames, mais juste 2-3 thèmes. Le plus important, bien sûr, c'est l'économie. On a compris que dans la santé... Duhem avait des positions très claires justement liées à la responsabilité, notion de liberté et de responsabilité. On ne peut pas avoir de responsabilité sans liberté et en même temps et inversement. Donc là, dans un premier temps, vous êtes prêt à réduire les impôts, ce qui est un peu nouveau parce que même le Parti québécois pense que c'est stupide et il ne comprend pas que les enjeux sont là. C'est que les gens n'ont pas forcément beaucoup de moyens en ce moment, surtout avec la récession et puis l'augmentation des prix. Mais pour nous, c'est votre choix, c'est votre argent. Tout à fait. Alors, on réduit le taux, le commencement de taxe de 15 000 à 20 000. On réduit chaque tranche de 2 que ça vaut que si vous gagnez 80 000 par année, on va avoir une réduction de 2 000 par année. Ah, c'est bon. Stable, pas une chèque de 500 $. Ici, une chèque de 500 $. Ici, vous pouvez planifier, vous pouvez faire vos choix. Et vous proposez aussi de suspendre les taxes pour l'essence. Oui. Ça va aider. Ouais, on veut protéger le pouvoir d'achat. Pour moi, c'est un crime que le gouvernement fait plus et plus et plus de taxes sur une affaire qui n'a aucun pouvoir dans. Alors, il y a aussi les familles, c'est important. On l'a vu, bien sûr, dans votre famille vous-même. Vous êtes depuis 28 ans avec la même personne. Vous avez bâti une famille. Fidèle. Et là, vous pouvez justement, vous avez décidé d'aider les familles, en tout cas le Parti conservateur, et vous êtes d'accord avec ces valeurs, aider les familles pour la garde de leurs enfants en offrant une allocation de plus de 10 000 $, par enfant pour les parents qui n'ont pas accès au CPE ou qui souhaitent un service différent. Parce que maintenant, il n'y a pas de place pour 52 000 enfants dans le domaine public. Et en plus, c'est pas tout le monde qui travaille 9 à 5 lundi à vendredi. Si tu travailles le soir, si tu es infirmière et travailles le soir, qui va garder vos enfants? Si tu veux engager ta mère et pour coucher vous pour surveiller les enfants, et elle peut pas prendre une tâche temps partiel parce qu'elle fait ça, au moins tu peux lui donner l'argent. Et donc c'est les familles qui décident de qu'est-ce qu'ils vont faire de l'argent. Votre famille, vos enfants, votre choix. Et donc là, c'est 10 000 par année ou est-ce qu'il y a des sommes, je veux dire, par semaine? Je crois qu'il avait parlé de... Il a parlé, mais c'est le math. 2 000 par semaine par enfant, ça fait presque 10 000 par année. Oui, c'est ça. C'est juste 52 fois 200. Mais alors, il y a un sujet important qui correspond aussi à votre histoire, c'est l'immigration. C'est important. Bon, on a compris pour tout le monde que l'immigration est une richesse, mais ça ne se fait pas sans difficulté et sans concession, mais aussi sans intelligence, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants, vous l'avez constaté, qui sont compétents, professionnels, qui ont des expériences professionnelles, des diplômes, et malheureusement, ils tombent dans un système de protectionnisme. Alors, quels sont vos idées pour améliorer l'accueil des immigrés, mais aussi leur permettre de mieux s'intégrer? Autrement, ils vont faire comme vos filles, ils vont partir ailleurs. C'est ça. Pour nous, la loi 95 a un problème parce que ça force les immigrants à être entièrement bilingues en 6 mois. Pour être honnête,
Moi, je suis une des premières de la loi 101. Je suis officiellement bilingue depuis 1986. Mais moi aussi, je cherche mes mots. Vous pouvez le constater. Oui. Alors, pour donner ce défi d'être entièrement bilingue en 6 mois, comme prof, non, honnêtement, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Justement, on dirait que c'est des professeurs qui ont créé ce programme sans tenir compte de la réalité des gens, quoi. Oui, on peut pas le faire avec le sens qu'on doit garder nos enfants, on doit acclimater à une nouvelle culture, trouver un emploi, trouver une place et en 6 mois être entièrement bilingue. C'est trop ardu, je pense. Alors, vous dites qu'il faut accélérer la reconnaissance des diplômes étrangers, simplifier la requalification des professionnels de la santé dont la formation est équivalente aux standards nord-américains. Alors, dans ces cas-là, il y a une question qui vient derrière, c'est la corporation ou les syndicats. Faut-il, disons, accompagner des réformes chez les syndicalistes? On doit le faire main en main. On doit comprendre, on doit travailler avec les personnes impliquées, mais la réalité, c'est qu'à France, ça prend 3 mois pour recertifier. Ici, ça prend plus que 3 ans. La seule chose qui transfère, c'est votre permis de conduire. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. On a une richesse de connaissances ici à Québec. On a des manques dans la profession de santé. On a une solution ici. Les autres partis qui disent « Oh oui, on va avoir un médecin pour chaque personne, un autre 10 000, un autre 100 000 », mais où? Comment ça, on va faire ça? Ça prend des années pour former un médecin. Oui, bien sûr. Et on les a déjà ici. Alors, pourquoi pas utiliser les connaissances qu'on a pour avoir la possibilité d'augmenter les richesses dans chaque communauté et puisqu'il peut prendre soin d'eux autres. Bien sûr. Oui, parce que grâce au travail qu'il va faire, il va pouvoir effectivement payer son loyer, mais aussi investir dans le loisir, dans la société. Dans son communauté. Dans sa communauté, oui. Moi, je suis de la communauté juive. Alors, on a établi ici dans les 60 et 70, où il y avait des règlements qu'on peut avoir une coupe des nombres de juifs dans chaque université, mais il n'y avait pas les commissions et les bureaucraties de langue. Alors, on a des avocats, on a des médecins, on a des ingénieurs ici dans nos communautés et ça nous donne l'opportunité d'investir pour rétablir des job networks, des networks d'emploi comme OMETS. Alors, quand j'ai travaillé dans le quartier Montréal, pour le député fédéral, on a fait un salon d'emploi pour notre comté. Et moi, je veux refaire de ce salon d'emploi dans Darcy McGee. Alors, il y a une autre valeur importante pour vous, on est toujours dans la liberté et responsabilité, bien sûr, adulte, le mot adulte qui ressort souvent, c'est la réduction de l'État. Ça, c'est important, c'est-à-dire que vous constatez que la plupart des autres partis politiques, messieurs, dames, valorisent plutôt une position de l'État qui est quand même, comme disait Nathalie Graby-Lévy dans une de ses chroniques, les partis étatistes, où l'État a une place fondamentale. Mais le Parti conservateur développe une théorie qu'on approche plutôt du libertarianisme ou de classique libéral, où l'État doit être garant des libertés, non pas gestionnaire des libertés, mais c'est un principe proche au cœur conservateur, et c'est pour ça que vous avez voulu proposer aussi, le parti tant quoi propose de réduire les taxes sans réduire les services, ce que vous appelez beauté de bureaucratie. Oh, ouais. Alors expliquez-nous un peu quelle est votre conception justement de cette réduction de l'État. OK. Je suis une prof de gestion. Alors, dans la gestion, on fait une réduction de toutes les tâches qui ne sont pas reliées au service, à cette expérience, aux résidentes, aux constituantes. Alors, pour moi, je pense, je peux voir dans toutes mes expériences, dans municipal, dans éducation, qu'il y a beaucoup de paperasse. Et même en santé, on utilise quand même des fax à ce moment. Alors, on doit optimiser tous les services gouvernementaux, utiliser toutes les technologies qui sont existantes et réduire les paperasses, réduire la bureaucratie. L'administration. L'administration coupe l'administration et engage les personnes de service. Alors, est-ce que vous seriez aussi prêt à ce que le privé, comme le dit Éric Duhem en santé, que ce ne soit pas tout privé, mais que le privé puisse intégrer certaines dimensions des secteurs comme la santé, l'éducation. Absolument. On voit avec la SAC, par exemple, réduire le
monopole d'État. Donc, c'est pour que la société civile soit plus forte que l'État, quoi, en fait. Oui, non, pour nous, on va absolument réduire l'État. Une autre chose qu'on veut faire, c'est d'être sûr que l'argent qu'on dépense est dépensé d'une façon balancée pour toutes les communautés. On suit les règlements qui sont établis, les standards qui sont établis. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui aussi vous passionne, là on va dire que c'est... Mais aussi qu'on retrouve dans le rôle de l'État et dans les différents thèmes économiques, c'est l'environnement. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur puisque vous êtes venu avec une voiture électrique. Oui. Donc là, vous n'êtes pas seulement théorique, vous êtes dans l'application, vous avez une voiture électrique. Donc parlez-nous de votre expérience d'une voiture électrique. Comment ça se passe ? C'est fantastique. C'est fantastique. C'est 7 ans que j'ai ma voiture électronique et ma plus jeune ne sait même pas comment mettre l'essence dans une voiture. Elle n'a jamais eu cette expérience. Ah ouais? Oui, c'est fantastique pour stationner, mais dans l'hiver, on a un peu de problème avec les... La batterie? Non, pas la batterie, le neige qui est toute poussée au côté parce que mon voiture ne peut pas entrer dans les snowbanks. Mais justement, l'hiver, est-ce que le froid ne gêne pas le fonctionnement de la... Oui, ça fonctionne. Oh non, on a un problème. Ah, okay. Dans l'été, je peux faire comme 100 km et dans l'hiver, si je mets le chauffage, ça réduit comme à 70. Ah ouais. Mais moi, c'est le début, c'est les premières. Moi, je suis là. J'ai une de les deuxièmes actuellement maintenant. Mais pour moi, c'est utile pour ma vie. Je demeure à Hampstead, je roule à l'Université McGill à Concordia et non, c'est 20 km par jour. Alors, c'est exactement ce que j'ai besoin et ça, c'est important. Aussi, on a le géothermie dans notre maison. D'accord. Alors, on n'a pas mis de huile dans notre maison depuis 2008. Aïe, aïe. Vous avez fait des économies, là? Wow! En masse des économies. On a payé... Oui, il y a la géothermie, comme quoi l'environnement, ça peut apporter... Oui, c'est un investissement capital, mais on a des grants, des dons de fédéral, mais ça nous pris 4 ans pour refaire notre argent. Ah oui? Oui, 4 ans. Mais bon, maintenant, vous êtes dans le noir. Alors, il y a une chose, bien sûr, que le Parti conservateur valorise, c'est l'exploitation des hydrocarbures afin de rendre le Québec autonome, parce qu'effectivement, on a fait une émission récemment avec mon ami Swell sur l'approvisionnement par l'Algérie et les conséquences indirectes qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'Algérie est aidée par la Russie, l'Iran, et la Chine, donc qui sont plutôt ennemis d'Israël et de l'Occident, alors que le Maroc est plutôt redevenu ami avec Israël et puis avec les États-Unis. Donc on voit que même implicitement, il y a des conséquences dans l'approvisionnement énergétique, non seulement de se procurer l'énergie dans des pays qui ne sont pas démocratiques, mais là, justement, le Parti conservateur veut absolument revenir sur nos territoires, et donc valoriser plutôt le pétrole canadien et même le gaz de schiste, enfin au Québec. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision et cette proposition, on va dire, de revenir à l'exploitation de nos propres ressources, quoi? Je pense que c'est une bonne idée parce que si on le fait chez nous, c'est à nos standards, à nos garanties de qualité et la richesse reste à Québec. Et avec cette richesse, première chose, les communautés autour vont avoir une recherche, des emplois, et nous autres, on peut utiliser cet argent pour investir dans les autres énergies plus vertes, comme solaire. Si on ne le fait pas, on doit être réaliste. On a besoin d'énergie. Tout le monde utilise l'énergie. Même, on a le heure de terre qui est fait en Mars que Marvin Rocha a attribué ici en 2010. Et on est tout in. On ferme nos lumières pour 60 minutes, mais à 61 minutes, on retourne à notre consommation d'énergie. Même quand on avait le grand march avec Greta Thunberg, le vendredi, le samedi, les rues étaient toutes pleines de garbage. Alors, on veut le faire,
si c'est très, 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 très facile. Et alors, on doit être réaliste, on doit être adulte. Ça nous prend étape par étape, elle devient plus et plus vert. Plus vert. C'est pas d'ici à demain. Non, puis ça prend de l'effort, vous avez raison, oui. il faut travailler. J'ai reçu ici l'association 1000 tonnes, et ils étaient partis avec 10 tonnes, 100 tonnes. Enfin, le nettoyage des rivières, c'est incroyable, les déchets et les enjeux de recyclage. Alors justement, vous en parlez dans votre programme. On a des îles de plastique dans Tout à fait. Donc pour vous, les enjeux du recyclage et de la gestion des déchets, c'est important. Absolument, mais pour être honnête, c'est au niveau municipal qui sont en charge, mais c'est notre responsabilité de provincial d'être sûr qu'ils ont les moyens pour le faire et on établit des standards. Est-ce qu'à Darcy-McGee, il y aurait des choses à faire justement pour le recyclage ici, dans la circonscription? Oui, on doit engager. Le ville de Côte-Saint-Luc et Hampstead, où j'étais conseillère, les deux ont fait des grandes étapes pour avancer dans le moyen de verre, mais on a deux autres choses à faire. Et le support où on peut mettre les déchets, où on peut mettre toutes les affaires, sont pas prêts encore. Et moi, je me souviens quand j'étais en 2006, on a commencé avec monsieur le maire de Sousa à parler de où on va les mettre et on est dans la même position, la même place maintenant. Oui, parce que il me semble que c'est pas loin du magasin Maxi. Là, il y a une sorte de dépotoir, mais c'est très petit par rapport à les besoins. Et est-ce que là, il y aurait le Parti conservateur aurait une politique plus active? On va faire des consultations. On ne veut pas dire c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va faire. On veut être sûr que les moyens qu'on donne aux municipales, c'est les moyens qu'ils ont besoin. D'accord. On veut faire une consultation. Maintenant, j'ai aperçu d'une de mes collègues que les fédérales et les provinciales ont changé le niveau de l'aide qui doit être dans les pipes dans l'eau. Qu'est-ce qui ça fait? C'est que toutes les municipalités doivent dépenser beaucoup d'argent pour refaire tous les pipes. Pour Côte-Saint-Luc, ils m'ont averti que ça va être le plus grand investissement municipal qu'il y a jamais eu. Mais où est-ce qu'ils vont trouver l'argent? S'ils font ça, ils vont pas avoir la possibilité de faire aucune rue, aucune sidewalk, aucune récréation, zéro. C'est avant qu'on change les standards. Il y a des priorités. On doit les écoles d'abord. Qu'est-ce qui va accéder au le reste, le niveau prochain? On ne peut pas juste faire une décision sans les donner les moyens. Les moyens, bien sûr. Alors, c'est ça. Donc, comme vous l'avez dit au départ, démocratique, donc ça veut dire consulter aussi, et puis après prendre une décision avec une priorité, bien sûr, dans les dépenses municipales. Mais ça semble être parce qu'on ramasse les poubelles ou on les laisse dans les rues, mais c'est important de... Même dans des développements de logement. J'ai entendu les autres partis dire on va avoir 10 000, on va avoir 100 000, on va faire que les bureaux à Centre-Ville Montréal vont être convertis dans l'appartement. Et je dis, OK, mais est-ce que vous avez parlé avec les développeurs? Moi, j'ai parlé avec une couple et j'ai dit, moi, je vous engage dans toute table pour vous demander c'est quoi les policies publiques qu'on doit mettre en place pour que vous voulez, pour ce que vous voulez le faire. Parce que les développeurs, son job, c'est de faire des revenus. C'est notre job en gouvernement de faire des subventions. De les aider à faire le job. Exact. Alors justement, je vais vous laisser la parole pour la conclusion de cette petite entrevue parce que les élections s'en viennent. Donc, vous pouvez regarder la caméra et éventuellement, dites-nous pourquoi on voterait pour vous. Vote pour moi parce que moi, j'ai une expérience dans ma communauté. Je demeure dans ma communauté depuis 30 ans. J'ai travaillé dans tous les groupes de propre profit ou communautaires. Je suis sûre que j'ai servi parmi plusieurs de les résidences comme conseillère de ville, comme chef de cabinet pour les députés fédéraux, comme prof. J'essaie enseignant de vous ou de vos enfants à McGill, à Dawson, à Vanier, à Tav, à Concordia. Et je veux être là pour vous écouter. Alors, je vous demande de faire vos recherches, de mettre ma petite chapeau de prof et regarder nos plafonds pour voir nos valeurs. Et je vous demande de vraiment regarder et voter pour la personne
qui peut vous servir, qui a le pouvoir, la possibilité avec sa partie et la voix pour vous représenter à Québec. Très bien. Merci beaucoup. On vous remercie de nous avoir accordé. Et puis, Shana Tova à toute la communauté juive. Et puis demain, c'est vendredi, donc Shabbat Shalom. D'accord. Alors, merci de nous avoir accordé un moment. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de campagne. Et puis, messieurs, dames, moi, je vous encourage à aller voter, peu importe pour qui. La démocratie, c'est aussi liberté et responsabilité. Tout ça, c'est le fruit de plusieurs centaines d'années de combats qu'il faut respecter parce que la démocratie se perd. Regardez en Russie avec l'Ukraine. L'Ukraine a élu démocratiquement un représentant. Vous voyez comme c'est fragile. Voilà. Donc je vous encourage à soutenir la démocratie en allant voter. Merci, messieurs, dames. À une prochaine émission. Au revoir.